présentation de la rivalité de cyclistes français la plus célèbre de tous les temps. D'un côté, Maître Jacques, vainqueur de la Vuelta, double vainqueur du Giro, quintuple vainqueur du Tour de France et de multiples podiums. De l'autre, Poupou, vainqueur d'une Vuelta. Pour la postérité sportive, le destin a choisi son nom. Anquetil marquera l'histoire. Mais pour ce qui est de la bataille des cœurs, en revanche, victoire haut la main du chouchou Poulidor. Retour sur ce duo qui a marqué l'histoire du cyclisme, avec comme point d'orgue le Tour de France 1964. Pour 8 secondes, Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Laurent Fignon a perdu le Tour de France dans la dernière étape. Jamais de ma vie je n'oublierai ce moment. On n'a jamais vu ça. Un maillot jaune à pied. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. L'équipe de France va devenir, grâce à Julien, championne du monde. Champion du monde, Julien Alaphilippe. Anquetil Poulidor, histoire d'une rivalité sportive qui a marqué la discipline sur des décennies. Histoire d'une rivalité la plus connue du cyclisme hexagonal. Histoire d'une rivalité qui a divisé la France entière, anquetiliste contre poulidoriste. Le premier né des deux est Jacques Anquetil, qui a vu le jour en 1934 dans sa Normandie si chère à son cœur. Très tôt, il se voit offrir son premier vélo par ses parents afin de parcourir chaque jour les 3 km aller-retour correspondant à son trajet vers l'école. Quelques années plus tard, au lycée, il rencontre Maurice Dieullois, qui deviendra son fidèle comparse. Cet adolescent partage une passion commune avec le jeune Anquetil, la passion du sport. Il est d'ailleurs inscrit dans le club de cyclisme local et y invite son copain Jacques de venir faire un entraînement avec lui. C'est ainsi que naît la passion d'Anquetil pour ce sport à qui il consacrera sa vie. Rapidement, il devient parmi les meilleurs de cette discipline en devenant un surprenant champion de France amateur en 1952, puis vainqueur du Grand Prix des Nations en 1953, succédant à Hugo Coblet et Louison Bobet les 2 années précédentes. Le grand Fausto Coppi essaie alors de recruter cette graine de champion, mais Anquetil refuse. Il préfère rester dans l'équipe La Perle, managée par Henri Pélissier. Il continue de faire ses armes dans des courses d'un jour, préférant les contre-la-montre, course qu'il apprécie et où il excelle. Il bat même le record de l'heure, vieux de 14 ans, détenu à l'époque par Fausto Coppi. Ce cycliste, au style de sportif, au visage élancé et aux cheveux plaqués en arrière, deviendra très rapidement le nouveau héros du cyclisme mondial. Selon sa femme, Janine, il avait toujours cette belle allure sur le vélo que les gens ne se rendaient même pas compte qu'il souffrait. Et c'est pour ça que le public ne l'aimait pas trop. À l'occasion du Tour de France 2018, Poulidor revient sur le portrait de son adversaire d'un jour, mais de son ami de toujours après leur carrière. Petite présentation de Maître Jacques par Poupou. Jacques Anquetil, pour moi, il est inclassable. Il est inclassable comme coureur, comme sportif, et inclassable comme être humain. Je m'appelle Raymond Poulidor et j'ai bien connu Jacques Anquetil. C'était un môme. Sa tenue et tout, il n'avait pas de muscles, il n'avait rien. Il faisait chétif. On aurait dit qu'il était malade et autres. Mais lorsqu'il était sur le vélo, on pouvait pas faire mieux. Il n'avait pas besoin d'avoir les vélos de maintenant avec l'aérodynamisme. C'était naturel. Chez lui, c'était naturel. Il était fait pour faire du vélo. C'était un habitué. Une année, on lui a donné le maillot jaune le premier jour et il l'a porté jusqu'à l'arrivée. Il avait un sourire forcé et une timidité extraordinaire. Un personnage comme ça, c'est énorme. Lorsque nous étions adversaires, on se détestait. Lorsqu'il a arrêté sa carrière de coureur cycliste, il est devenu un de mes plus grands supporters. Et il venait me voir tous les jours. Et il me dit, j'espère que tu vas battre Merckx. Jacques Anquetil était le seul à avoir gagné 5 Tours de France. Et Merckx en avait gagné 4, et il était en train de gagner son 5e tour. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, il est un peu intéressé. Passons maintenant à une courte présentation de l'autre acteur majeur du Tour de France 1964.
Parmi nos deux protagonistes du jour, le second né, déjà tout un symbole, est Raymond Poulidor. Né dans la Creuse en 1936, il est le parfait stéréotype du bon français rural de l'époque. Sans trop de sous, vivant dans son champ en élevant ses vaches, avec un avenir tout tracé dans l'agriculture, mais avec un phrasé toujours très soutenu. Ses premiers contacts avec le vélo se font par l'intermédiaire de ses frères, qui sont inscrits dans un club local. Son premier vélo d'ailleurs est offert par son futur entraîneur, André Marquet. Après avoir effectué quelques courses en tant qu'amateur, il se lie de passion avec le monde du cyclisme et décide de laisser de côté sa carrière d'agriculteur qui lui était promise. Il est repéré par Anton Amagne qui lui fait signer son premier contrat professionnel à l'âge de 24 ans dans l'équipe Mercier, équipe au sein de laquelle il restera tout au long de sa carrière. Sa passion et son amour du vélo ont été résumés par une de ses citations les plus connues. Si la vieillesse est un naufrage, la bicyclette est certainement l'un des plus sûrs moyens d'éviter la noyade. Jusqu'au fameux Tour 1964, côté palmarès, il n'y a pas photo. Poulidor, c'est 1 Milan-San Remo et une flèche wallonne. Déjà tout à fait honorable, mais rien à côté de l'immense armoire à trophées qu'a glané Jacques Anquetil. 4 Tours de France, 2 Giro, une Vuelta, un Gand-Wevelgem, 3 Paris-Nice, un Critérium du Dauphiné et 7 Grands Prix des Nations en 7 participations. Il est vrai que ces deux sportifs ont commencé à se croiser sur le tard et qu'ils n'auront que peu couru tous les deux au même moment dans le peloton, Anquetil arrivant sur sa fin de carrière lorsque Poulidor commence à prendre du poil de la bête. L'un représente la gagne, la force et le dépassement de soi. L'autre représente le plaisir de la course, la passion pour le cyclisme. L'un représente la facilité, gagnant tout sur son passage. L'autre représente la modestie, le travail acharné ainsi que la malchance. L'un est le patron du peloton, l'autre est le patron du public. La France, alors en pleine période des 30 Glorieuses, est divisée en deux. Chacun choisit son camp, et ce fameux choix sera synonyme de bon nombre de disputes au sein des foyers français. Cependant, la France des poulidoristes écrasera par son nombre la France des anquetilistes. Maître Jacques, vu comme trop fort, est sifflé sur sa terre française, tandis que Poulidor est acclamé partout où il va. Quel est votre favori? Poulidor, bien sûr. Votre favori? Votre favori? Poulidor. Votre favori? Coucou. Votre favori? Votre... L'année 1964 est vraiment l'année d'un duel annoncé entre deux champions qui remportent titre sur titre. À Poulidor le Critérium national, à Anquetil Gand-Wevelgem. À Anquetil le Giro, à Poulidor la Vuelta. Les deux hommes se rendent coup pour coup. Ce Tour de France 1964 s'annonce comme électrique, avec 3 grands favoris, Anquetil, Bahamontes, Poulidor. Cette année-là, le Tour de France porte très bien son nom, puisqu'il parcourra les 4 points cardinaux du territoire. Et c'est le lundi 22 juin 1964 que les 132 coureurs du peloton s'élancent pour le 51e Tour de France de l'histoire. Ce tour se lance d'ailleurs sous un beau soleil breton sur les terres du champion Louison Bobet. Le tout avec une foule immense qui ne les lâchera jamais jusqu'à Paris. Dès l'arrivée de la première étape, l'écart se creuse entre Poulidor et Anquetil. À 3 km de l'arrivée, une chute a lieu, entraînant une cassure au sein du peloton. Une quarantaine de coureurs s'échappent alors et réussit à reprendre 20 secondes aux autres coureurs. Anquetil coupe la ligne de la première étape en 14e position et commence déjà à creuser l'écart avec Poulidor et Bahamontes qui lui concèdent 20 secondes. Edward Sells devient alors le premier maillot jaune de ce Tour de France. 2 jours plus tard, le Tour franchit la frontière belge à l'occasion de la 3e étape. Cette étape est la première de ce Tour de France à être découpée en demi-étapes. C'est-à-dire que les coureurs vont devoir parcourir une première étape le matin et une deuxième l'après-midi. Ce mercredi 24 juin, les coureurs s'élancent à 8h40 du matin pour une étape qui verra le Belge Bernard Van de Kerkhove franchir la ligne d'arrivée en tête à 13h47, après s'être échappé à 15 km de la fin de l'étape avec 3 autres coureurs. Mais les 129 coureurs n'ont pas terminé leurs efforts dans cette dure journée. L'après-midi, ils vont devoir regrimper sur leur selle afin de parcourir un contre-la-montre par équipe de 21 km. À l'arrivée, c'est l'équipe CAS de Jiménez qui remporte cette demi-étape. L'équipe Mercier de Poulidor réussit à reprendre 14 secondes à l'équipe Saint-Raphaël d'Anquetil. Van de Kerkhove
le vainqueur de la matinée, réussit à récupérer le maillot jaune. La première étape alpestre est synonyme de plusieurs renversements dans la course. Le premier est le changement de leader du classement général. Georges Grousse a revêti la tunique jaune après avoir réussi à accrocher le groupe des favoris du tour. Ce nouveau maillot lui offre alors une visibilité comme il n'a jamais connue et ne connaîtra plus jamais dans sa carrière de coureur pro. Il explique en 2019 pour Ouest France. « J'étais fou de joie. Le rêve de tout gamin qui commence le vélo venait de se réaliser. Pendant ces 10 jours, Antoine Blondin m'a surnommé le canari jaune. À l'époque, j'étais le plus petit coureur du tour. Je mesurais 1m59, si bien que les maillots jaunes étaient trop grands pour moi. Le premier jour où je l'ai porté, mes coéquipiers ont été obligés de me faire un nœud dans le dos pour le raccourcir. Après, tous les soirs, je donnais mon maillot à la patronne de l'hôtel pour qu'elle fasse un ourlet. Je lui donnais mon bouquet en échange. À l'époque, le maillot jaune était à taille unique. Ce n'était pas prévu que le plus petit coureur du tour le prenne et le garde aussi longtemps. Jusque-là, j'étais dans l'ombre de mon frère, et d'un seul coup, je suis devenu une vedette. Aujourd'hui, certaines personnes qui me croisent me disent encore « Salut maillot jaune !» Le second bouleversement de la course est la victoire en solitaire de Bamontes lors de cette fameuse étape qui lui permet de ravir la deuxième place au classement général à 3 minutes 35 du leader. Mais surtout, le plus grand bouleversement est la crevaison d'Anctil sous la flamme rouge qui lui fait perdre 17 secondes sur Poulidor. Mais ce n'est pas tout. Poulidor s'empare de la deuxième place de l'étape au sprint et remporte ainsi 30 secondes de bonification supplémentaire. Au total, Anctil compte désormais 1 minute 15 de retard au général sur Poulidor. La situation n'est pas encore grave, mais elle se tend de plus en plus pour le coureur de l'équipe Saint-Raphaël. Arrive le mardi 30 juin, et la dernière virée dans les Alpes, avec l'étape Briançon-Monaco, qui verra principalement l'ascension des cols de Vars et de Restefond, puis une longue descente vers Monaco, où les coureurs devront franchir la montée de Levance 40 km avant l'arrivée. Tout se passe plutôt bien pour le groupe de favoris, qui se présente à 22 coureurs avant l'entrée sur la piste du stade Louis II. Les coureurs entament alors leur tour de piste qu'ils doivent effectuer pour finir l'étape. Poulidor lance les hostilités et sprinte le premier, franchit la ligne d'arrivée, puis coupe son effort. Mais il y a un problème. Le coureur de l'équipe Mercier s'est trompé dans le nombre de tours à effectuer. Les cyclistes devaient effectuer 2 tours pour finir l'étape, et non pas un seul comme l'imaginait Poulidor. Lorsqu'il se rend compte de son erreur, il en est trop tard et s'est déjà fait dépasser par quelques concurrents. Il franchit alors la vraie fin de l'étape en 5e position et ne gagne donc pas les bonifications qu'il pensait alors remporter au tour précédent. Pire encore, c'est Jacques Anquetil qui remporte l'étape et grappille donc 1 minute de bonification. Il revient donc à seulement 15 secondes au général du malheureux Poulidor. Tout est à refaire. Premier rendez-vous manqué pour Poulidor. Le lendemain matin, le peloton reprend tranquillement son chemin vers les Pyrénées. Tranquillement, le mot est faible. Sous une chaleur suffocante, un coureur, Louis Rostelan, décide de quitter le peloton et d'aller se rafraîchir en allant se baigner dans la Méditerranée. Puis, grâce à la lenteur de la course, il a pu réintégrer le peloton sans aucun problème. Malgré l'aspect comique de la situation, ces baignades ne sont pas inédites dans l'histoire du Tour de France. Souvenez-vous, en 1950, ce fut une 60aine de coureurs qui décidèrent d'aller se rafraîchir dans la Méditerranée. Le coureur André Brulé a même décidé de rentrer dans l'eau, les fesses encore vissées sur la selle de sa bicyclette. Ce qui n'avait pas fait sourire le directeur de la course Jacques Godet, qui trouvait, à l'époque, que cet acte avait énormément nui à l'image de sa course. Mais revenons à l'année 1964, avec un acte qui, là, va vraiment nuire à l'image du peloton. En plein milieu de cette 10e étape, 2 coureurs vont s'arrêter sur le bord de la route et en venir aux mains. Il faut alors l'intervention de Jacques Godet pour séparer les 2 boxeurs et que tout rentre dans l'ordre. L'après-midi a lieu le premier contre-la-montre individuel du Tour, spécialité d'Anctil, surnommé le chronomètre, en rapport avec son autre surnom de Maître Jacques. Il remporte ce chrono avec 36 secondes d'avance sur Poulidor, qui finit 2e. 20 secondes de bonus pour Anctil, 10 pour Poulidor. Quelques jours plus tard, le 5 juillet, a lieu la seule étape de repos pour les coureurs. Écoutons Sophie Pointer pour France 3, qui nous dresse un bilan de cette journée de repos, qui sera plus décisive qu'elle n'en a l'air. Il fait
fait beau en Andorre ce dimanche 5 juillet 1964. C'est la journée de repos pour le peloton. Jacques Anquetil, fidèle à son habitude, ne s'entraîne pas, une règle auquel il ne déroge jamais. Vous n'avez pas envie d'aller faire du vélo quand il y a repos dans le Tour, hein? Oh non, j'estime qu'une journée de repos, ça s'appelle une journée de repos, c'est fait pour se reposer et il n'est pas question de faire du vélo, absolument pas. S'il fait figure de favori, le Normand ne compte que 31 secondes d'avance sur son rival Poulidor. Cet été-là, le duel entre les deux hommes est à son paroxysme. Mais Anquetil est perturbé. Le célèbre voyant Marcel Belline lui a prédit une chute mortelle sur l'étape de Toulouse. Alors pour lui changer les idées, son directeur sportif, Raphaël Gemignani, l'emmène au méchoui organisé par Radio Andorre. Le festin d'Anquetil est vécu comme une provocation par ses adversaires qui décident de lui faire payer sur la route. L'étape de 186 km le lundi 6 juillet est composée de 2 parties. Dès le départ d'Andorre, les coureurs vont emprunter les pentes du port d'Andvalira, sommet de cette étape, puis entamer une très longue descente qui mènera les coureurs dans la Ville Rose. Dès le lancement de l'étape, les attaques fusent. Bahamontes, Jiménez, Poulidor. Le groupe des échappés prend alors rapidement de l'avance et le peloton se scinde en 2. Dans la première partie, se forme un groupe en compagnie du maillot jaune Groussard. Dans la deuxième, se trouve Jacques Anquetil. Le Normand craque et est distancé petit à petit. Défaillance physique ou mentale pour Anquetil, personne ne le sait. Mais ce que tout le monde sait en revanche, c'est qu'il est en train de perdre son Tour de France s'il ne se reprend pas. Poulidor à l'avant est au courant de la situation qui tourne en sa faveur et pédale de toutes ses forces pour creuser le plus grand écart possible. C'est la débandade pour Maître Jacques. Il est à bout de force. Jamais nous n'avons vu Jacques Anquetil dans un tel désarroi. C'est la première fois qu'il perd toute sa classe et sa facilité légendaire. Quelques années plus tard, Anquetil avouera: je vivais dans un cauchemar. Quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas, je me suis dit que le mage avait raison. Afin de l'aider à grimper le col et de minimiser la perte, Rostolan, coéquipier d'Anquetil, reste à ses côtés en essayant de tout faire pour le remotiver et lui redonner de la force. Dans un documentaire de Jean-Louis Saporito en 2014, Louis Rostolan et Jacques Augendre, journalistes sur le Tour de France, reviennent sur ce fameux épisode. Jacques a eu les grosses cuisses et il n'arrivait pas à enrouler, à pouvoir monter ce col, quoi. J'étais là, oui, j'étais à moto derrière. J'avais jamais vu Anquetil comme ça. Il était mort, il était au bord d'abandon, au point de rupture, complètement. J'ai souffert pour lui. Jacques me dit: j'abandonne. Alors j'ai dit: tu ne vas pas abandonner, parce que il y a 3 semaines qu'on fait les couillons pour toi, tu vas monter là-haut, je vais te faire remonter. Non, j'abandonne, je ne peux plus, patati, patata. Enfin, bref, on s'est engueulé vraiment copieux sur le vélo, c'est le cas de dire. C'était tout l'argent de la victoire, des prix, mais de tout, qui s'envolait. En tête d'un peloton, Rostolan mène très fort pour tenter de limiter les dégâts en entraînant son chef de file. Le poussera même à plusieurs reprises, ce qui vaudra à Anquetil d'être pénalisé ce soir. Pour le sauver, j'ai bien été obligé de le pousser. Et M. Godet, bien entendu, au bout d'un moment, il s'est retrouvé derrière nous, que c'était le directeur de la course. Et il est venu en me disant: Rostolan, je vous mets hors course. Et on avait eu, je crois, 15 secondes de pénalité. Ça ne fait pas tout une poussette, il faut quand même pédaler. Donc là, il a été, moi je crois, il a été au-delà des limites du courage, là, ce jour-là. Et puis il m'est venu une idée que le règlement disait qu'il fallait qu'on ait les mains sur le guidon. Donc je lui ai demandé d'écarter le coude gauche, puisque j'étais à sa gauche. Et il m'a dit: tu vas me faire tomber, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me faire tomber. Mais je lui ai dit: non, j'abandonne, tu ne vas pas abandonner, écarte le coude et je vais te monter en haut. Et finalement, il a écarté le coude, et là j'ai passé mon coude droit sous le sien, et je l'ai monté comme ça jusqu'au sommet. Malgré tous les efforts de Rostolan pour pousser son coéquipier dans ses retranchements, Anquetil passe au sommet, avec plus de 4 minutes de retard sur Bahamontes, Poulidor et compagnie. Poulidor est alors maillot jaune virtuel. Arrivé au sommet, Gemignani, directeur sportif d'Anquetil, monte à sa hauteur et va lui glisser quelques mots qui vont réveiller le cycliste. Écoutons la suite du reportage où l'on entend, dans l'ordre, Raphaël Gemignani, Janine Anquetil, Raymond Poulidor et Louis Rostolan. Alors j'arrive en haut sur le plateau, je dis: Jacques, en pétard, Jacques,
tant qu'à mourir, va mourir devant, il va pas mourir devant la voiture balai. Et là, il se marre. C'est les premières fois qu'il se marrait depuis 12 jours. Et il se marre, et il me fait pas une descente au milieu de tout le monde. Quand il m'a raconté après ce qui s'est passé dans sa tête, quand il a vu qu'il avait la faiblesse, qu'il allait perdre le tour, que le match avait raison, il y avait du brouillard, je me rappelle, il m'a dit, il y avait plein de brouillard, j'ai dit bon j'abandonne, Rostolan était là, m'a donné un coup de main, et puis après j'ai dit bon puisqu'il a dit que j'aurais un accident, alors je fonce. Et il a foncé dans le brouillard. Moi je me souviens, j'ai descendu en tête, on descendait à 20 à l'heure, on ne voyait pas à 10 mètres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tous les journalistes, les voitures suiveuses et tous, on dit ça y est, Anquetil, c'est bien l'abandon, même il risque une chute et tout. Et Anquetil a profité des phares des voitures. Il est retombé sur des voitures, sur les feux rouges des voitures, qui l'ont guidé dans les virages pour disons, descendre plus vite que ceux qui étaient en peloton devant. Mais nous, à l'avant, on était, avec Bamontes, on était les deux seuls. Et c'était suicidaire de rouler jusqu'à Toulouse. Alors on a roulé, mais sans plus. Grâce à une descente folle d'Anquetil et de Rostolan, les deux coureurs ont réussi à rentrer dans le groupe Poulidor. Et donc, à reprendre virtuellement son maillot jaune. Incroyable. Impensable. Mais ce n'est pas tout. À 24 km de l'arrivée de l'étape, Antonin Magne, directeur sportif de l'équipe Mercier, s'aperçoit que la roue de Poulidor est voilée car il a cassé un rayon. En bon consciencieux, Magne veut faire les choses correctement et changer la roue du cycliste. Un mécanicien de son équipe descend alors en vitesse de sa voiture, change la roue du cycliste et le pousse pour l'aider à redémarrer. Mais dans la précipitation, le mécanicien n'a pas attendu que Poulidor pose ses deux mains sur le guidon et le fait chuter. Les coureurs devant apprennent la nouvelle et se mettent alors à rouler à toute allure. De plus, le vent est de 3/4 face, ce qui empêchera Poulidor de rentrer sur le groupe de devant. Il franchit alors la ligne d'arrivée avec 2 minutes 36 de retard sur le groupe Anquetil. Rendez-vous compte, en haut du sommet du jour, Poulidor était maillot jaune virtuel avec plus de 3 minutes 30 d'avance au général sur Anquetil. Sur la ligne d'arrivée, c'est Anquetil qui possède plus de 3 minutes d'avance sur Poupou au général. Deuxième rendez-vous manqué pour Poulidor. L'étape du lendemain connaîtra également un scénario fou. Toulouse-Luchon, avec au programme la montée du col du Portet d'Aspet, puis du Portillon. Poulidor, vexé, hargneux et revanchard suite à la désillusion de la veille, sprinte pour s'échapper du peloton au dernier col de la journée. Il réussit à rattraper les échappés du jour et prend, seul, la tête de la course. Derrière lui, la contre-attaque s'organise, mais rien n'y fait. Poulidor est trop fort. Il passe au sommet du Portillon avec 1 minute 40 secondes d'avance sur Anquetil et son groupe. Malgré les kilomètres de plat à parcourir après la descente, Poulidor maintient son écart et passe le premier la ligne d'arrivée à Luchon, 1 minute et 43 secondes devant le groupe d'Anquetil et du maillot jaune. Il récupère également au passage 1 minute de bonification. Au classement général, Poupou a refait son retard. Georges Groussard est toujours actuel leader avec 1 minute 26 d'avance sur Anquetil. Mais Poulidor est revenu à seulement 9 secondes d'Anquetil. Tout est relancé et ce tour promet encore de nombreuses surprises. Arrive la 17e étape le 9 juillet entre Peyrehorade et Bayonne. Contre la montre, le classement des favoris sera identique au premier chrono qui a eu lieu lors de l'étape 10B. Anquetil remporte l'étape devant Poulidor avec 37 secondes d'avance. Mais rappelons que des bonifications de 20 secondes au vainqueur et de 10 secondes au deuxième sont accordées sur les chronos. Le Normand accentue donc son avance au classement général et dépasse le Limousin de 56 secondes au général. Mais le maillot jaune Georges Groussard n'est pas du tout à l'aise dans l'exercice du contre-la-montre et perd près de 6 minutes. Il laisse donc sa tunique de leader du général à Anquetil. Tout va se jouer dans les 2 étapes décisives restantes, celle du Puy-de-Dôme ainsi que celle du contre-la-montre menant vers le Parc des Princes. Le suspense est alors entier. Mais un dramatique événement va se produire en marge des routes du Tour. Au kilomètre 106 de la 19e étape, à Port-de-Couze, un camion-citerne amenant du carburant pour l'hélicoptère de la gendarmerie aborde trop vite un virage menant sur le pont de la ville et fauche une foule de spectateurs massés à cet endroit pour voir les cyclistes passer. Le bilan est terrible.
Une quarantaine de spectateurs tombent dans la Dordogne. 9 décèdent suite à cet accident. Le peloton arrive le cœur lourd sur les lieux du drame 15 minutes après le choc. Certains corps continuent d'être repêchés dans la Dordogne. La direction de course décide alors de neutraliser la course pendant 5 minutes, le temps que tout le monde reprenne ses esprits. La course repartira, mais les cœurs n'y sont plus. La course se terminera sur un sprint massif à Brive, avec la 4e victoire sur ce tour d'Edward Sells. Mais les résultats sportifs n'ont que peu d'importance lorsque l'on se rend compte de la tragédie qui vient de se dérouler. Ce tour 1964 est alors, jusqu'à présent, le tour le plus meurtrier de l'histoire. Aujourd'hui, une stèle rappelle les lieux de l'accident et le souvenir de ces 9 personnes disparues, simplement venues acclamer leur héros cycliste. Mais le sport doit reprendre ses droits, et va reprendre ses droits dès le lendemain, avec la première des 2 étapes décisives. Cette étape est la seule arrivée au sommet de ce Tour de France. C'est la fameuse étape du Puy-de-Dôme. Le ciel est couvert ce dimanche 12 juillet 1964, mais un duel va illuminer la journée de tous les Français devant leur poste de l'ORTF, et de tous les Français venus en nombre sur les pentes du volcan. La foule est immense comme on ne l'a jamais vu. Tout le monde se rend compte que ce duel n'est pas un duel comme tous les autres, que ce Tour de France n'est pas un Tour de France comme tous les autres. Et la foule ne va pas être déçue. Cette étape va rester comme l'une des étapes les plus mythiques de l'histoire. Rappelons les temps en général. Anquetil, maillot jaune devant Poulidor de 56 secondes. Juste avant le départ, les coureurs observent une minute de silence en hommage aux victimes du terrible accident de Port-de-Couze. Puis l'étape est lancée. Au départ de Brive, de nombreuses échappées tentent de se mettre en place, mais elles sont toutes avortées par l'équipe Mercier de Poupou, qui a une stratégie bien en tête. Remporter l'étape, empocher la minute de bonification, et ainsi récupérer ce fameux maillot jaune qui lui irait à ravir. Dès le pied du dernier col de la journée, le peloton n'est plus composé que de quelques coureurs. À environ 5 km de l'arrivée, ces coureurs peuvent se compter sur les doigts d'une main. Anquetil, Bahamontes, Jiménez, Poulidor. Les 4 plus grands grimpeurs de cette édition. Le grand bluff commence alors. Anquetil se met à la hauteur de Poulidor. Poulidor se met à la hauteur d'Anquetil. Devant, Jiménez attaque et sera suivi par Bahamontes. Mais les 2 Français ne répliquent pas et restent concentrés sur leur mano à mano. Anquetil souffre, toute la France le voit. Gemignani dira de lui qu'il était ridicule en position de danseuse tellement il souffrait. Tout le monde se demande alors pourquoi Poupou n'attaque pas. Mais au fond, Poulidor aussi est en pleine souffrance, mais cela se voit moins ce jour-là. Les 2 hommes sont à la rupture, l'un à côté de l'autre. La tension est à son paroxysme. Roger Krier, alors photographe pour l'équipe, capturera une photo qui restera dans les mémoires, même plus de 50 ans plus tard. Les 2 champions, coude contre coude, épaule contre épaule, avec les 2 vélos qui sont de travers dans la pente, et la casquette de Poulidor, elle aussi est de travers. Rien ne va sur cette photo, mais elle exprime tellement bien la douleur et la souffrance de ces 2 champions sur le volcan auvergnat. Poulidor racontera quelques années plus tard les dessous de cette photo mythique. C'était la guerre entre les photographes. Chacun voulait être le mieux placé quand l'un de nous 2 lâcherait prise. Ils étaient tellement près que le pot d'échappement d'une moto m'a brûlé un mollet. C'est pour cette raison que je me décale et que je touche Jacques. On le voit bien, c'est moi qui vais vers lui. Je rentre un peu ma jambe. On aurait pu tomber tous les 2. Lorsque les 2 Français passent la flamme rouge, l'un des 2 craque. Il s'agit d'Anquetil, qui se fait distancer mètre après mètre par Poulidor. Arrivera-t-il à devancer Anquetil de 56 secondes en haut du sommet? Rien n'est moins sûr. On en viendrait presque à oublier que devant, les 2 Espagnols sont en train de se disputer la victoire, dont Jiménez sortira vainqueur. Tous les regards sont tournés vers le duel franco-français. Au final, Poulidor devance son compatriote de 42 secondes sur la ligne d'arrivée, qui reste donc leader du classement général de 14 petites secondes. Les 2 grimpeurs ont tout donné. Anquetil sera même au bord de l'évanouissement,
lorsqu'il coupera son effort au sommet. Le duel tant attendu a tenu toutes ses promesses. Des années plus tard, Anctil avouera: si j'avais perdu le maillot jaune en haut du Puy-de-Dôme, j'aurais abandonné ce Tour 1964. Troisième rendez-vous manqué pour Poulidor. Le dénouement se jouera donc lors de la dernière étape, un 14 juillet qui plus est, tout un symbole pour ces deux Français qui vont se disputer la première place. Ce sera un chrono entre Versailles et le Parc des Princes. Et oui, la célèbre arrivée du Tour sur les Champs-Élysées ne sera mise en place qu'à partir de 1975. À l'époque, l'arrivée de la compétition s'effectue dans le vélodrome du Parc des Princes noir de monde. Et cette année, tout va se jouer dans le final. Anctil a 14 secondes d'avance sur Poulidor en prenant le départ du chrono. Le public l'a bien compris. Environ 500 000 spectateurs se massent sur les bords de route de cette dernière étape afin d'admirer le dénouement de cette incroyable édition du Tour de France. Et c'est le chouchou du public qui se lance au premier sur le parcours. Rappelons qu'il y a également 20 secondes de bonification attribuées au vainqueur et 10 secondes pour le deuxième. Tout peut changer. La moindre seconde compte. Si Poulidor remporte l'étape avec 5 secondes d'avance sur Anctil, c'est lui qui sera le vainqueur de la Grande Boucle édition 1964. Il lui reste 27 km et demi pour inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Mais Anctil réalise le meilleur départ des deux concurrents et pointe à 12 secondes d'avance à mi-parcours. Poulidor n'a pas encore dit son dernier mot. Il reprend du poil de la bête et pointe à seulement 3 secondes d'Anctil au 20e kilomètre. Le scénario tant rêvé par les poulidoristes est en train de s'écrire devant leurs yeux. Mais depuis le lancement d'Anctil sur le chrono, Gimignani a monté un petit stratagème très malin. Sur un chrono, d'autant plus sur un chrono permettant de déterminer le vainqueur d'un grand tour, le plus important pour un cycliste est de connaître son avance ou son retard par rapport aux autres concurrents. Or, à l'époque, les oreillettes n'existent pas. Et sur un chrono, le directeur sportif n'a pas le droit de monter à hauteur de son cycliste pour lui donner des informations de vive voix, car le cycliste pourrait s'abriter du vent grâce à la voiture. Gimignani a donc emporté avec lui une ardoise et une craie, et inscrit sur celle-ci l'avance ou le retard que possède son cycliste au fur et à mesure des annonces du temps sur Radio Tour. Anctil n'a donc plus qu'à jeter un coup d'œil vers l'arrière afin de connaître son temps comparé à celui de Poulidor. Et ça marche. Anctil remarque que son avance est en train de fondre et puise dans ses derniers retranchements pour grappiller seconde après seconde. Mais au loin, Poulidor aperçoit Bamontes, puis le dépasse alors que le coureur espagnol est parti 2 minutes 30 avant le français. Cela lui redonne de l'espoir et de la confiance. Poulidor est en train de faire un temps canon. Denis, on a Jean Bruno sur la rue du Tour. Jean, vous êtes là? Bien, ici le Parc des Princes, vous entendez l'explosion de ce parc qui vient de saluer l'entrée de Raymond Poulidor sur la piste. J'ai regardé mon chronomètre, il y a exactement 15 secondes que Raymond Poulidor a franchi le tunnel. Il se trouve maintenant sur la ligne opposée, il a débordé par Montes, il va arriver, il prend le dernier virage là-bas et maintenant il n'est plus qu'à 250 mètres de l'arrivée. Par Montes essaie de s'accrocher derrière. Raymond Poulidor va arriver maintenant, il est sur la dernière ligne droite et dans quelques instants ce sera le deuxième top de l'arrivée. Attention, le voilà, top. Raymond Poulidor vient de franchir la ligne tandis que Raymond Bamontes était dans sa roue. Je regarde maintenant mon chronomètre car ce sera le dernier top de cette journée lorsque Anquetil avec son beau maillot d'or va sortir du tunnel. 1 minute et demie, pardon. Il est là, vous pensez? Le voilà, vous allez la voir dans quelques instants. Nous le laissons, nous arrivons à la dérivation. Alors à vous pour Jacques Anquetil. Et actuellement tout le stade attend l'arrivée. Le voici surgissant maintenant. Je vous assure que ce n'est pas gagné. Effectivement, Jacques Anquetil effectue maintenant le virage. Il prend la ligne opposée. Il passe devant la tribune Tour de France. Le public l'encourage. Le public l'encourage. Jacques Anquetil est en train de prendre maintenant le dernier virage. Il le prend d'ailleurs trop bas. Je vous assure qu'il donne le meilleur de son effort. Voici la ligne droite. Attention et voilà. Et top. Il vient de franchir la ligne. Et il ne reste plus maintenant qu'à attendre la décision, non pas des êtres humains, mais des mécaniques, puisque, aussi bien vous le savez, ce sont les horloges mécaniques qui règlent au fond cette décision du Tour, et tout le monde attend dans l'anxiété. Au final, sur la ligne d'arrivée, Poulidor sera devancé de 21 secondes sur le chrono, qui verra sacré Anctil vainqueur de l'étape et du général.
En lui ajoutant les 20 secondes de bonification, il grimpera sur le podium final avec 55 secondes d'avance sur son dauphin Poulidor et 4 minutes 44 sur Bahamontes, 3e. Le directeur de course, Jacques Godet, aura ces mots pour décrire l'intensité de ce duel et de cette victoire d'Anquetil. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre aussitôt la ligne d'arrivée franchie, aussitôt la décision du dieu du vélo prononcée. Ils ont accompli, à la demande du plus heureux, le vainqueur, leur tour d'honneur côte à côte, joints dans le même élan du cœur, comme s'ils avaient été joints dans l'effort affreusement douloureux lors de leur lutte sur le Puy-de-Dôme. Rien ne les séparera plus dans la légende du Tour. Le succès d'Anquetil est grand par la qualité de l'adversaire qu'il a fallu surpasser, et le nom de Poulidor est nécessaire, restera nécessaire pour donner toute sa valeur à la 5e victoire d'un coureur dans le Tour. Au final, ce Tour de France 1964 sera le 5e et dernier Tour de France gagné par le Normand. Pour Poulidor, vous connaissez l'histoire. Il grimpera 8 fois sur le podium d'un Tour de France avec 3 deuxièmes places et 5 troisièmes places, mais ne gagnera jamais la grande boucle. C'est de là que viendra son surnom tant connu d'Éternel Second. Il ne portera jamais non plus, dans toute sa belle et longue carrière, le maillot jaune. Anquetil prendra sa retraite sportive en 1969. Et, comme l'a expliqué le chouchou des Français au début de ce podcast, les deux hommes vont devenir de très, très grands amis, et une passion commune va naître chez eux, celle des jeux de cartes. Ils partageront ainsi de très bons moments de complicité tous les deux, loin des routes françaises. Mais Anquetil tombera gravement malade en novembre 1987, où on lui détectera un cancer de l'estomac. Durant ces moments difficiles, il expliquera à son ancien rival : « Raymond, tu m'as fait souffrir dans le Puy-de-Dôme, mais je peux te dire qu'en ce moment, j'escalade un Puy-de-Dôme toutes les heures. » Quelques heures plus tard, se sachant mourant, Anquetil plaisantera avec son ami : « Tu vas encore devoir te contenter de la 2e place, je vais partir le 1er. » Il meurt le 18 novembre 1987, à l'âge de 53 ans. Concernant Poulidor, il restera le chouchou des Français tout au long de sa vie. Lors de chacune de ses apparitions sur les récentes éditions du Tour de France, c'est la cohue. Chacun veut son autographe, sa photo et son petit mot de Raymond. Poulidor s'éteint le 13 novembre 2019, à l'âge de 83 ans. À l'occasion de son décès, et pour lui rendre hommage, l'ASO, société organisatrice du Tour de France, publiera une vidéo en signe d'honneur et de respect à ce grand champion. Des fois, je me pose la question, est-ce que je serais là aujourd'hui devant votre micro si j'avais gagné 2-3 Tours de France? C'est pas sûr. Je m'appelle Raymond Poulidor, j'ai été 8 fois sur le podium, je n'ai jamais porté le maillot jaune. Jamais je me suis levé le matin en disant « aujourd'hui je vais gagner ». Dès mes premières courses, on m'a catalogué comme une vedette. Je n'avais rien gagné. Et on me payait pratiquement plus que ceux qui avaient gagné des courses. Alors moi je me laissais vivre, j'étais heureux. Alors plus on me faisait des misères, plus les gens prenaient ma défense. Moi j'aurais réagi de la même façon que mes adversaires. Ils étaient jaloux. Le mot d'ordre a été donné dans le peloton, interdiction que Poulidor gagne. À Angers, on m'avait appelé sur le podium pour enfin revêtir le maillot jaune. Tous les favoris étaient arrivés. Et puis le champion d'Espagne du contre-la-montre qui est arrivé, un nommé Erandonea, qui m'a battu de 2-3 secondes, et ce coureur a abandonné le lendemain. Je ne tenais pas à porter le maillot jaune pour une bonne raison, le maillot de leader. Est-ce que j'aurais pu le défendre? C'est pas sûr. En réfléchissant aujourd'hui, évidemment j'aurais été content, mais non, c'est pas manque. C'est pas manque, au contraire, des fois je dis tiens, j'ai passé près du maillot jaune. Moi, on m'a dit Poulidor le malchanceux, c'est pas vrai. J'ai eu énormément de chance. C'était Sportcast, merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir sur mes différents réseaux sociaux, à noter ce podcast ainsi qu'à le partager. N'hésitez pas également à me donner des idées de sujets dont vous aimeriez que je parle. Je les traiterai peut-être dans un prochain épisode. Salut!